monde entier se prépare à participer à la 28e édition de la conférence des partis COP28 qui se tiendra du 30 novembre au 12 décembre prochain à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. La RDC, quant à elle, réaffirme sa volonté, sa revendication en tant que pays solution au changement climatique. Mais qu'en est-il vraiment? On en parle sur ce plateau de la Minute Écolo avec nos merveilleux invités. J'ai cité M. Bonaventure Mbondo, qui est coordonnateur du mouvement des jeunes pour la protection de l'environnement, et M. Michel Kwadi, qui est activiste climat, mais aussi chargé de projet pour ETEC Environnement. Alors, bonjour, monsieur. Bonjour, Bonita. Je vous souhaite la bienvenue sur ce plateau de la Minute Écolo. Merci. Donc, aujourd'hui, on va parler du positionnement de la RDC par rapport à la COP28. Mais d'entrée de jeu, je viens vers vous, monsieur Michel Kwadi. Quels sont les défis de la RDC pour lutter contre le changement climatique? Ok. Je pense que on doit déjà savoir le défi de la RDC pour lutter contre le changement climatique sont d'abord essentiellement liés à la vulnérabilité du pays face au changement climatique, aux besoins de développement, ainsi qu'à un manque de ressources. Quand on dit manque de ressources, je ne fais pas allusion à la pauvreté, je fais allusion au pécunia, à l'argent, au financement. Quand je dis vulnérabilité, pourquoi vulnérabilité? La vulnérabilité ici ne fait pas allusion à la pauvreté, mais à deux éléments. Le premier élément, je fais allusion aux forêts, à la dégradation des forêts. Deuxième allusion, c'est de faire allusion aux conditions climatiques. La RDC se situe au niveau de la zone équatoriale. C'est une zone où il y a beaucoup de précipitations, il pleut abondamment. Et ces précipitations conduisent généralement à des inondations et à des catastrophes naturelles qui mettent le pays dans un état de vulnérabilité. Deuxième élément, je parlais des forêts, de la dégradation des forêts. La RDC, comme on sait tous, à 70% du bassin du Congo et ces forêts sont dégradées. Au moins 376 000 hectares, kilomètres carrés sont dégradés par jour, par an, pas par jour, par an. Cette superficie correspond généralement au pays qu'on appelle le Pays-Bas. On comprend qu'une très grande partie de la superficie du pays et des forêts est dégradée. Quand je parle de besoins de développement, la RDC est un pays en voie de développement, un pays très pauvre qui cherche à se développer. Et qui dit se développer, qui dit pollution. Le gouvernement a lancé 145 territoires. Le programme, ce qui est un projet de développement pour améliorer la résilience des populations locales qui sont, eux, vulnérables au changement climatique. Et ces besoins de développement s'accompagnent à de l'argent. Et la RDC n'a pas d'argent. On dit que le pays est potentiellement riche. Moi, je dirais que le pays n'est pas potentiellement riche, c'est potentiellement pauvre. Et pourquoi potentiellement pauvre? Quand on parle de la richesse ne fait pas seulement allusion aux minéraux qui se trouvent sur le sol. La richesse aussi fait allusion à la capacité financière et technique qu'a le pays, d'abord, premièrement, à détecter ces minéraux, à les extraire d'abord, le transporter, le transformer, aussi le commercialiser. Mais le pays n'a pas tous ces moyens. Ce qui fait que la RDC a inséré problème sur ce point, ce qui rend un peu le défi de la RDC face au changement climatique un peu compliqué. Alors, monsieur Bonaventure, j'aimerais avoir votre lecture de la question parce que là, le pays se présente comme pays solution au changement climatique. Mais est-ce qu'un pays vulnérable, comme décrit Michel, est-ce que ce pays vulnérable peut se positionner comme solution au changement climatique? En quelle mesure? Bien sûr, la vulnérabilité du pays, de la RDC face au changement climatique, ne lui ôte pas vraiment cette autorité-là ou cette ambition-là de se présenter comme pays solution. Parce qu'en se présentant comme pays solution, ce que le pays met en avant, ce n'est pas sa vulnérabilité, mais plutôt ses potentialités naturelles qui sont des solutions naturelles à la crise climatique, comme la forêt, les eaux, les minéraux stratégiques. Donc, je trouve que dans cette logique, ce n'est pas une prétention, c'est vraiment conforme. La vulnérabilité, oui, elle est là, on est vulnérable, mais en étant vulnérable, on peut toujours s'aligner sur la voie des solutions. Parce que tout ce qui est voulu aujourd'hui,
la recherche de la solution au changement climatique n'est pas réservée aux pays qui ne sont pas vulnérables. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, on est en train de parler de l'Afrique qui est beaucoup plus vulnérable, mais qui représente vraiment une réelle solution à la crise climatique. Donc nous l'avons vu lors des récentes discussions. L'Afrique se réaffirme de plus en plus comme ce continent-là qui va apporter des solutions. Un peu comme réaffirmer un certain leadership. Exactement. Donc il est en train d'affirmer le leadership, mais au-delà de ça, on sait que l'Afrique est le continent le plus vulnérable en termes de pauvreté qui affecte les communautés de manière très, très drastique, en termes de problèmes d'accès à l'énergie, en termes de beaucoup de problèmes de conflits et de tout. Donc tous ces problèmes pèsent sur l'Afrique et fait que l'Afrique est davantage vulnérable. Mais l'Afrique, on les reconnaît tous que l'Afrique est une solution aujourd'hui à la crise climatique. Alors, en ce qui concerne la lutte climatique, on reproche aux États de faire plus de promesses que d'actions. J'aimerais qu'on rentre dans le cadre de la RDC, Pays Solutions au changement climatique. On a vu que le président de la République avait lancé le projet 1 milliard d'arbres. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est en ce moment. Mais Bonaventure, qu'est-ce que l'État a mis comme initiative concrète qui pourrait lui permettre de lutter contre le changement climatique ici déjà au pays? Bon, ça c'est une question vraiment complexe et je vais apporter une réflexion qui n'engage que moi. Déjà, on doit savoir que jusque-là, le pays ne s'est pas encore doté d'une politique climatique très claire. Une politique climatique qui répond aux enjeux. M. Michel a présenté les défis. Les défis, on peut le comprendre que les défis sont vraiment énormes, mais est-ce qu'on a vraiment une politique interne qui est à la hauteur des défis qui nous attendent? Donc la politique avant les actions. Avant d'abord les actions, il faut qu'il y ait une politique, parce que c'est dans la politique qu'on va définir les grands axes, dans la politique qu'on va définir les grandes actions qui doivent être mises en œuvre pour réellement répondre à la question et apporter des solutions qui soient profitables aux communautés vulnérables. Donc ça, c'est un problème. Déjà, le premier problème, c'est qu'il n'y a pas de politique claire. Et les manques Qu'en est-il de la CDN? La CDN... Contribution déterminée au décideur. Oui, ça c'est un document, c'est l'ambition en fait. Mais est-ce qu'on doit se limiter juste à l'ambition? C'est ce qu'on est en train déjà de reprocher. Est-ce qu'actuellement on doit se limiter à l'ambition? On peut avoir l'ambition, on peut avoir la volonté, mais ce n'est pas ça qui doit compter en fait. Ce n'est pas ça qui doit être pris en compte et ce n'est pas ça qui doit répondre réellement aux défis et contribuer vraiment à l'amélioration des conditions de vie des communautés vulnérables. Quand je parle de ça, je fais allusion à toutes les actions ou des grands projets qui doivent être pilotés. Nous voyons dans d'autres pays, à la suite du sommet sur le climat, il y a des initiatives qui ont été lancées. Le sommet de Nairobi. Je crois qu'il y a une initiative, j'ai oublié les noms, qui a été lancée par le Kenya pour effectivement répondre aux défis climatiques. Mais c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Depuis 2021, on nous a présenté le projet Milliard d'arbres, un projet très ambitieux qui devait réellement apporter des solutions aux défis climatiques. Mais depuis lors jusqu'à aujourd'hui, quand on regarde sur l'aspect résultat sur terrain, sur l'aspect vraiment pertinence du projet, il n'y a pas même un document qui nous définit comment est-ce que les cibles de ces projets ont été atteintes, comment est-ce que les résultats ont été atteints. Et on est en train de naviguer vraiment dans le vide sans connaître où on va et ce qu'on doit faire. Et c'est ça le mal, c'est ça vraiment le mal aujourd'hui. Il n'y a pas de politique claire, il n'y a pas d'action concrète, il n'y a pas de projet vraiment concret. On a présenté 1 milliard d'arbres à la COP26, on a présenté 1 milliard d'arbres à la COP27, et aujourd'hui, on est à quelques semaines de la COP28. On n'a pas entendu vraiment un projet ambitieux, à part cette tendance à présenter le marché carbone comme modèle par excellence de préservation des ressources et d'amélioration des conditions de vie des communautés. Mais ça, il y a encore beaucoup de questionnements sur cette question. Alors, fort de ce qui précède, Michel, j'ai envie de savoir quelles doivent être les attentes de la RDC par rapport à la prochaine COP, la COP28. Qu'est-ce que la RDC devrait attendre de la COP28? Déjà, par rapport à ça, je pense que, comme a dit Bonaventure, le pays déjà n'a pas un programme très clair. Tout ce que la RDC attend de la COP28, d'abord, c'est que le respect des accords. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites au précédent COP, beaucoup de décisions qui ont été prises. Rien n'a été
respecté jusqu'à aujourd'hui. On devait avoir 100 milliards par an que le pays développé devait mettre pour le pays fragile, les pays vulnérables. Jusque-là, on n'a même pas pu mobiliser, je crois, 90% de ces montants. Les RDC tient à ce que... Même pas 30%. C'est-à-dire que les RDC tient à ce que... C'est grave, ça. C'est très grave. Tient à ce que ces pays développés puissent commencer par respecter les accords, respecter ce qui a été dit, respecter les décisions. Ça permettra à nous d'avoir le financement, d'avoir assez d'argent pour pouvoir pallier à tout ce qui est vulnérabilité. Parce que notre vulnérabilité est liée à la pauvreté. On est un pays pauvre, entre guillemets, et le niveau de vie de la population, c'est moins d'$1 le jour. Si on a cet argent, on sait financer le projet. Le pays s'est dit on a besoin de 31 milliards de dollars d'ici 2030 pour pouvoir financer le mesures que nous avons pris d'adaptation, de réduction de gaz à effet de serre. Pour financer l'adaptation, on a besoin d'argent. On doit mettre des projets pour la promotion de l'énergie renouvelable. Oui, on doit accélérer l'efficacité énergétique, tout ce qui est lié à la transition écologique, tout comme ça. On doit accélérer cela. On doit faire en sorte que nos émissions soient à 32, au moins à 32 degrés d'ici 2030. Et pour ça, on a besoin d'argent. Donc, si ces pays occidentaux peuvent commencer par respecter les accords, ça nous permettra, nous, à la RDC, pays solution, pouvoir aller de l'avant. Ça me fait rire parce que vous prenez pays solution avec des pincettes pays solution. Oui, on les prend parce que jusque-là, on est pays solution, ce qui est vrai en termes de tout ce qu'on a comme... Le plaidoyer sur les ressources naturelles, etc. Mais en action, on ne met pas ça en action. Le problème, ce n'est pas de crier, de parler. Le problème, c'est être très pratique. En pratique, on n'est pas vraiment pays solution. Parce que quand on prend seulement le minerai stratégique, on doit le lithium. On doit avoir des voitures électroniques. Est-ce que la RDC est en mesure, ici d'abord au Congo, de pouvoir extraire et produire et transformer ces produits ici au Congo? Non. Quand ces produits iront à l'extérieur, déjà on perd. On ne sait pas tout capitaliser. Exporter de la matière première, c'est exporter de l'emploi. Quand on a l'hydroélectrique avec le fleuve Congo, avec notre réseau hydrographique. Du côté énergie, qu'est-ce qu'on a? On a le INGA, on a le projet Grand INGA qui a été projet. J'ai vu un document qui m'a fait très mal. Le projet Grand INGA existe depuis vraiment l'époque des... Oui, beaucoup d'années maintenant. Voire même pas seulement le projet INGA, voire même l'époque en eau profonde. C'est depuis l'époque de Mobutu. Mais jusqu'à aujourd'hui, le pays court derrière, on ne sait pas matérialiser ces autres choses. Donc, si le pays arrive à matérialiser, à être très pratique, ça nous permettrait de se dire qu'on est réellement le pays solution au changement climatique. Alors, Bonaventure, je viens vers toi. J'aimerais savoir si on devrait avoir des fonds pour la RDC, à quelle activité ou à quel secteur prioritaire devrons-nous orienter les fonds, que ce soit dans l'adaptation ou dans l'atténuation au changement climatique? Bon, par rapport à cette question, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de défis déjà. Il y a beaucoup de défis. Normalement, il faudrait, selon moi, orienter ces fonds dans des défis qui sont beaucoup plus prioritaires par rapport aux autres. Par rapport aux défis qui sont plus prioritaires par rapport aux autres, je vois par rapport à la résilience, je fais allusion à la résilience de communautés vulnérables. Et par rapport à la résilience, on peut orienter des fonds dans des projets qui vont permettre aux communautés, surtout des communautés affectées, de subvenir à leurs besoins, de maintenir leurs moyens de subsistance en forme, de répondre à leurs moyens de subsistance, à leurs besoins, j'allais dire, et surtout de préserver les écosystèmes pour que ces fonds, qu'on continue à rester solution, qu'on continue à préserver nos ressources, mais tout en améliorant les conditions de vie des communautés. Ouais, ça c'est une évidence. Donc, aujourd'hui, des fonds qu'on est en train beaucoup plus de mettre en avant, c'est des fonds qui doivent être encaissés, orientés dans le secteur de la protection des forêts. C'est ce qui est évident parce qu'avec la pauvreté, les niveaux de pauvreté, avec voilà, les niveaux économiques très très bas, il y a la pression sur les forêts qui s'accentue. Et si on ne tire pas attention, si on n'arrive pas à mettre en place
des bonnes stratégies pour stopper cette hémorragie, on va continuer à perdre encore des forêts, on va continuer à faire en sorte que les forêts puissent se dégrader et que nous puissions perdre vraiment beaucoup en termes de potentialité que nous avons. Donc ça, c'est une question. Et pour cela, il faut d'abord identifier ces axes prioritaires-là. En fonction des besoins que nous avons sur place. Et mettre en place des programmes concrets qui vont laisser comprendre des résultats à atteindre, des problèmes à résoudre. Ouais. Parce qu'on va demander l'argent, demander l'argent, mais vous demandez l'argent pourquoi? Pour que vous puissiez mettre dans quoi? C'est ça le problème. Aujourd'hui, on est beaucoup plus centré de s'atteler sur voilà, des financements pour les marchés carbone. C'est tout ce qu'on met en avant. C'est ce qu'on met en avant. Alors qu'il y a bien plus de choses. Il y a bien plus de choses que ça. Nous avons les problèmes d'accès à l'énergie. Nous avons les potentialités. Ça peut faire partie de la résilience. Il faut que les communautés puissent avoir accès à l'énergie. On est frappé par les effets du changement climatique. Les communautés sont encore frappées par la crise énergétique. Et c'est ce qui compte. Ouais, même la crise alimentaire, il y a l'agroécologie et tout. Donc, il y a vraiment beaucoup de projets, mais cet argent doit être orienté en fonction des projets qui sont déjà en place. Les projets qui peuvent être identifiés. En fonction des besoins. Des besoins réels. Des priorités, ces priorités sont déjà définies. C'est ça le problème. Alors, vous avez suivi, je suis sûre, le discours du président Emmanuel Macron, président de la France, au sommet des 3 bassins, qui a dit, je cite, « Nul ne devrait choisir entre la lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement. » Donc, j'en parle parce que le plaidoyer pour la protection des forêts est toujours accompagné du plaidoyer pour les droits des communautés autochtones. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse concrètement, Bonaventure, parce que je sais que vous travaillez dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse concrètement pour protéger les droits des communautés autochtones qui sont des gardiennes des forêts, mais qui sont encore les personnes les plus exposées aux effets du changement climatique? Ce qu'il faut concrètement faire, c'est de rétablir les communautés dans leurs droits, de leur donner accès à la protection de leur patrimoine. Les études ont démontré que les forêts protégées par des communautés rendent beaucoup plus de services que les forêts protégées par d'autres entités, des concessionnaires et tout. Donc, rétablir les communautés dans leurs droits, c'est reconnaître que non seulement ils dépendent de ces forêts, mais ils doivent eux-mêmes continuer à protéger ces forêts par rapport à leur modèle, par rapport à leur savoir. Et aujourd'hui, si on doit évoluer dans cette lancée, on ne peut pas dissocier ça. La protection de l'environnement, la lutte contre le changement climatique, la lutte contre la pauvreté, ça doit être des pairs. Parce que les communautés sont vraiment dans une extrême pauvreté à côté des ressources. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de penser à un modèle qui va contribuer à la protection de ces forêts, qui constitue en même temps un moyen de subsistance pour ces communautés et faire en sorte que les communautés mettent fin à la pauvreté, mettre fin à la pauvreté de communautés et continuer à leur doter de moyens pour qu'ils protègent leurs forêts. Et ça, c'est ça, les débats doivent se situer à ce niveau-là. Donc, parce qu'après, ils sont peut-être gardiens, mais c'est leur milieu de vie. C'est leur milieu de vie, oui, ils devraient en profiter. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on se lance dans cette tendance des marchés carbone, vous allez comprendre qu'on parle moins de droits de communauté. On va se retrouver dans une situation où, finalement, les communautés n'auront plus droit à leurs terres, n'auront plus droit à leurs forêts juste au nom du marché carbone. Et pour nous, travaillons sur cette question, nous trouvons que le marché carbone n'est pas vraiment le moyen par excellence de protection des forêts. Pas par excellence. Parce que déjà, dans ces processus de marché carbone, vous allez comprendre que les communautés ne sont pas vraiment incluses. Il y a un problème d'inclusion des communautés. Les communautés ne sont pas incluses. Tout se décide dans des sommets. Alors que les communautés n'ont pas les moyens de se présenter aussi. Pas les moyens de se présenter et ils ne comprennent même pas vraiment les procédés, comment est-ce qu'ils vont faire et dans quelle mesure ils vont intervenir et quels sont vraiment les bénéfices qu'ils vont tirer. Et ça, c'est un réel problème. Lors du sommet des 3 bassins, nous avons émis ce vœu-là, de voir vraiment les besoins des communautés être pris en compte dans l'initiative des 3 bassins. Ça veut dire que oui, on a parlé beaucoup plus du marché carbone, mais ce n'est pas le moyen par excellence. Les vrais moyens par excellence, c'est de reconnaître les droits des communautés. Connaître leur droit à gérer leurs forêts, de connaître leur droit à bénéficier des avantages qui découlent de la protection des forêts d'abord, et reconnaître leur droit dans quoi leur droit de bénéficier des services, de continuer à bénéficier continuellement des bénéfices écosystémiques de la forêt.
Donc ça, c'est une évidence et nous sommes en train de mener des plaidoyers sur ça. Nous avons été sur terrain, où nous avons rencontré des communautés qui sont dans une extrême pauvreté. Et si on parle de communautés dans des sommets, et ce qui se vit sur terrain, c'est la nuit et le jour. C'est vraiment la nuit et le jour. Donc il faut vraiment que nous puissions accentuer le plaidoyer dans ce sens-là et faire en sorte que, bien sûr, notre nouvelle loi, il faut qu'il y ait déjà des réformes. Je crois qu'avec les états généraux des forêts, on va vraiment envisager des réformes sur la nouvelle loi, la loi, le code forestier et tout, pour qu'ils puissent vraiment intégrer ces aspects de marché carbone et tout. Ce qu'on veut, c'est que dans cette intégration, qu'il y ait beaucoup plus d'aspects. L'accent sur les communautés. Et aussi, après cette étape, qui est aussi la vulgarisation et le renforcement de capacités de communautés sur ces processus de marché carbone. Ouais, parce qu'il faut qu'ils comprennent. Il faut qu'ils comprennent pour qu'ils soient rassurés et que leurs droits soient garantis. Parce qu'ils ne comprennent pas et qu'on continue à évoluer comme ça, on va aller de violation en violation et on ne va pas atteindre vraiment les objectifs fixés. Alors, merci beaucoup Bonaventure. Michel, par rapport à la même question des peuples autochtones et des communautés locales, comment les personnes qui s'assoient dans les bureaux et qui décident de tout peuvent travailler avec les communautés locales? Comment on doit définir les liens entre la ville et les peuples autochtones? Parce qu'il y a parfois ces gaps au niveau de l'instruction, au niveau de la sensibilisation aux enjeux. Donc quel est le modèle que nous pouvons préconiser? C'est très mal de pouvoir rester à son bureau et de prendre une décision. Parce qu'on se rend compte que lorsqu'on prend une décision au bureau, on arrive sur terre, il y a une superposition. On ne sait pas bien appliquer la décision. Mais un moyen de faire, c'est d'abord commencer par des consultations. On doit savoir les besoins exacts des communautés. Mon confrère l'a dit ici, il faudra que ce comité on puisse le former. Quand on dit marché carbone, oui, ils disent marché carbone. Est-ce que le comité apprend de la même manière que ceux qui sont au bureau? Est-ce qu'ils sont assez instruits pour comprendre? C'est pas de la même manière. On doit descendre, on doit les expliquer, les faire comprendre le pourquoi, donner les bienfaits de ces marchés carbone et voir comment est-ce qu'on peut appliquer cela tout en associant le communauté. Il faudra préalable qu'il y ait des consultations. Il faudra qu'il y ait des gens qui vont vraiment descendre comme mon confrère qui est allé sur le terrain. Il a abordé la population et je peux dire qu'il a exactement le besoin. Il sait exactement le besoin de ce communauté autochtone parce qu'il a été en contact. Les décisions du bureau n'amènent nulle part. Ne fait pas avancer les choses. Fait que dans notre pays, on prend plus de décisions dans le bureau et quand on arrive sur le terrain, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. On doit vraiment faire un effort, cet effort-là d'aller sur le terrain, cet effort-là de connaître le vrai besoin de la population, de la communauté locale et ça aidera à faire avancer les choses. Parce que la protection de l'environnement, des forêts, ne se fait pas au bureau. Ne se fait pas au bureau, je viens au bureau, je lance Google Earth, je vois ce que... Non. Si on va dans ce sens-là, on n'ira pas... On n'aura pas les données fiables, on ne prendra pas les... Il faudra connaître ce parce que le savoir, ce comité local détient le savoir endogène. Ils savent comment faire. Ils savent comment faire la régénération naturelle. Tu vois. Or, lorsqu'on est en contact avec eux, on a ces informations, ça nous permet d'être efficace, pas seulement efficace, mais aussi efficient et de très bien faire les choses. Alors, tout ce qu'on a dit jusqu'ici nous prouve la nécessité d'avoir des politiques publiques qui répondent aux besoins des politiques publiques en termes de changement climatique, etc. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on a posé la question à un expert, il s'appelle René Ngongo, qui est rapporteur au Conseil économique et social. Il est aussi un militant pour la cause environnementale, la cause climatique de la première heure en RDC. Nous lui avons posé la question, on va prendre cet élément et on revient juste après. Oui, le gouvernement, c'est lui qui régule les secteurs, l'ensemble des secteurs, que ce soit social, économique, culturel, mais aussi environnemental. C'est vrai que depuis un temps, nous avons un code forestier qui date de 2002, qui est pratiquement obsolète. D'ailleurs, quand vous lisez ce code du début à la fin, on ne parle pas des questions de changement climatique. Donc c'est au gouvernement de mettre en œuvre la politique du pays sur ces questions liées au changement climatique. Et je pense que, selon les informations à ma possession, il y a un processus sur les états généraux de forêt,
parce qu'on voudrait associer toutes les parties prenantes par rapport à ça. Et de ces états généraux des forêts qu'on attend d'ici la fin de l'année, il y aura pratiquement la validation ou le processus d'élaboration de la politique forestière. Et de toutes ces questions-là, certainement, il va être urgent de revoir les codes forestiers pour intégrer les autres aspects, notamment les changements climatiques. Et de mon avis, certains acteurs de la société civile, même du secteur privé, considèrent que la question du changement climatique mériterait une loi spécifique. Donc c'est au gouvernement de mettre en place cette stratégie et puis des instruments juridiques pour juguler ce secteur, parce que c'est très important. Aujourd'hui, nous sommes affectés d'une manière ou d'une autre par les effets du changement climatique. Nous avons pris beaucoup d'engagements à l'international, mais le meilleur engagement, c'est d'abord au niveau national. Comment on peut réguler toutes ces questions de changement climatique. On parle aujourd'hui crédit carbone. On n'a pas une loi spécifique. C'est vrai qu'il y a un décret sur la question, mais il nous faut des précisions par rapport à ça. Alors, nous avons eu M. René Ngongo. Je rappelle qu'il est rapporteur au Conseil économique et social. Il nous a parlé vraiment de le rôle du gouvernement dans la mise en œuvre de politiques climatiques. De retour sur ce plateau, nous allons parler à présent de différentes coopérations nord-sud, sud-sud, des coopérations qui sont nécessaires à faire face au changement climatique. Déjà, la coopération nord-sud pour les financements. Mais Bonaventure, j'ai envie de te poser la question. Comment est-ce que la RDC doit traiter avec les autres nations, surtout dans les différentes coopérations, que ce soit dans la gestion de forêts, surtout sud-sud, ou encore dans la mobilisation des fonds? La RDC doit aller en bloc. La RDC doit s'allier à d'autres puissances ou à d'autres États pour constituer une position commune. Parce qu'aller seul, c'est un combat de géants. Ça demande une haute diplomatie. Aller seul, peu importe nos potentialités, ne va pas nous être favorable. Aller en bloc, ça veut dire quoi? Aller en bloc, ça voudrait dire qu'il y a eu déjà l'initiative de 3 bassins qu'on a beaucoup plus appréciée. Et on aimerait que cette ambition-là de collaborer, de renforcer cette coalition sud-sud, qu'elle puisse porter du fruit. L'année passée, on a tenté cette histoire avec une position commune de l'Afrique. Oui, ça a quand même bougé les choses parce qu'à la fin, on a abouti à la création du fonds pour la réparation des pertes et de dommages. Ça, c'est une bonne chose. On a déjà l'expérience que quand on part en bloc, on est beaucoup plus fort et on sait vraiment faire peser la position sur la table. Et c'est ce que la RDC doit faire. Mais en intégrant des coalitions, en intégrant des blocs pour soutenir sa position, la RDC doit aussi être consciente de son pouvoir et de ce qu'elle apporte vraiment sur la table. Ça, c'est quelque chose qui doit être vraiment revu au niveau des autorités qui doivent continuer à affirmer le leadership. Pas seulement dans des théories et dans des discours, mais réellement de manière technique. Elle doit se faire respecter. Elle doit se faire respecter parce que quand vous allez dans une coalition où vous avez beaucoup plus de potentialités, mais elles sont des pays en arrière-plan. Ouais, vous êtes en arrière-plan, ça ne marche pas. Donc c'est quand même le moindre mal parce que si on ne part pas en coalition et qu'on part seul, c'est encore plus difficile. C'est encore plus difficile. Et on doit s'allier avec des alliés. Aujourd'hui, il y a une initiative de 3 bassins. On va vraiment, ils se sont mis d'accord pour avoir une position commune et faire valoir vraiment les forêts que les 3 bassins regorgent. Ça, c'est une bonne chose. Et il faut aussi penser à établir d'autres coalitions. Le président Macron l'avait dit, on ne va pas se limiter à la collaboration sud-sud. Il faut qu'il y ait aussi une collaboration sud-nord. Parce que c'est d'eux que les financements doivent arriver. Donc, c'est un peu dans cette logique-là que la RDC doit vraiment évoluer. Et la politique d'aller en bloc n'échoue pas. Mais elle échoue juste peut-être au niveau du partage. Mais au niveau du partage, il y a encore beaucoup d'autres aspects. Mais quand les choses sont bien définies, mais quand les lignes sont bien définies au départ, dès le départ, je crois que les résultats ne peuvent pas décevoir. Et je crois que c'est peut-être la bonne attitude. On a déjà commencé. On a commencé avec la déclaration de Nairobi, qui a vraiment convié tous les États à beaucoup plus d'ambition dans l'accélération de la transition.
la RDC est signataire, c'est une bonne chose. Cette position sera défendue aussi à la COP 28. C'est une bonne chose. Il y a l'initiative de 3 bassins qui a conclu aussi, qui est venu avec une initiative beaucoup plus rassurante et ferme en ce qui concerne les marchés carbone, les prix de la tonne carbone et tout. C'est déjà une bonne chose, mais si on continue dans ces négociations, dans le travail pour renforcer ces coalitions, tout en étant conscient de ce qu'on est, je crois que ça sera une bonne chose. On peut avoir gain de cause à la COP28 qui s'approche. Alors, on est en train de finir très lentement, mais sûrement. Il y a une question que j'aimerais vous poser. Vous avez sûrement entendu parler ou bien vous avez suivi le plaidoyer du président de la République à la tribune des Nations Unies pour la valorisation du prix de la tonne de carbone à un montant minimum de $100 la tonne. Un plaidoyer qui est légitime par rapport à la position que nous avons par rapport à nos forêts. Mais j'ai envie de demander en quelle mesure nous pouvons trouver gain de cause avec ces plaidoyers-là. Je commence par Michel. Déjà, je peux emprunter une phrase que mon ami a dit. Je dirais, aucun pays au monde ne peut prévaloir cette mérite de régler les problèmes de changement climatique seul. C'est un problème complexe, c'est un fleuve qui touche l'humanité. On ne peut le résoudre que tout en étant en bloc, tout en étant en coopération avec les autres pays. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines connaissances ou expériences que le pays n'a pas, que la RDC n'a pas, qu'on peut en avoir quand il y a la coopération, les accords bilatéraux. On peut avoir certaines connaissances chez certains pays. Avec les accords internationaux, ça peut nous aider, ça peut aider les pays à avoir certaines expériences et pouvoir résoudre ces problèmes. Donc, on ne peut pas seul résoudre ces problèmes de changement. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'on arrive à vendre la tonne de carbone à $100 parce que c'est une façon pour le président de la République d'affirmer son leadership ou encore de se présenter et dire que ça doit se passer comme ça, mais en quelle mesure? Je ne sais pas si Bonaventure a un élément de... Bon, je peux ajouter un élément par rapport à ce que Michel a dit. Ce qu'il faut concrètement, c'est de s'organiser d'abord à l'interne. Nous avons des forêts, mais est-ce que nous sommes dotés d'une politique forestière qui prend en compte la nouvelle donne sur le marché carbone? On ne peut pas aller comme ça sans qu'à l'interne, les choses ne sont pas encore beaucoup plus claires. Un problème de structuration en interne. Structuré. Aujourd'hui, on parle que nos forêts ne sont pas encore certifiées. C'est qui est dommage. Ce qui est dommage. Comment est-ce qu'on va vraiment peser sur la table tant que nous ne sommes pas encore même organisés sur ces plans-là, les forêts ne sont pas certifiées. Moi, je trouve que la seule option pour atteindre ce résultat, pour faire peser cette diplomatie ou cette volonté, c'est d'abord de s'organiser au niveau interne, amorcer les réformes sur sur la loi forestière, pour que cette loi puisse prendre en compte toutes ces stratégies, puisse prendre en compte cette ambition-là, voilà, d'hausser les prix de la tonne carbone. Et ce qui est beaucoup plus important. Alors, nous voici donc à la fin de ce panel, de cette émission. Mais avant tout, je répète que la COP28 dont il est question ici se déroulera déjà du 30 novembre prochain au 12 décembre 2023 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. On va refaire l'exercice qu'on a fait l'autre fois. Vous êtes délégué, vous êtes négociateur senior de la RDC pour la COP28. Quel est votre plaidoyer? Alors, vous avez 1 minute chacun pour annoncer ou encore parler de votre plaidoyer par rapport à la COP28 en tant que négociateur senior. C'est pour tous les deux. Quel est votre plaidoyer, monsieur Michel Kwadi? Ok. Je pense que moi, personnellement, je l'ai dit ici dans le sens d'abord des accords. Je suis un peu très sceptique que la RDC va seule, comme étant pour dire que je suis un pays solution. Oui, on est un pays solution. Les continents solution au changement climatique. Oui, on ne peut pas aller seul. Comme on a commencé avec les 3 bassins, la RDC doit s'associer à d'autres pays pour pouvoir aller renforcer son leadership. Il doit imprimer son leadership avec d'autres pays. Parce que lorsqu'on prend que le bassin du Congo, on a plus ou moins 70% du bassin du Congo. Et aller
avec les autres pays, dire que nous sommes la solution, on veut apporter cette solution à la crise climatique, nous donnera plus de réponses, un feedback positif qu'aller en solo comme on l'a commencé. Cette année, on est allé en solo, il y a au COP passé, on n'a rien pris de bon. Donc si la RDC peut imprimer son leadership tout en s'associant aux autres, ça aidera les pays à aller de l'avant, surtout à être réellement la réponse qu'il faut, la solution qu'il faut à cette crise climatique. Michel parle d'imprimer son leadership, s'associer aux autres nations pour aller avec la force qu'il faut. Monsieur Bonaventure, quel est donc votre plaidoyer? Mon plaidoyer se résume à un mot. Agir. Agir, c'est dans plusieurs sens. Du côté de ceux qui ont promis le financement, ils doivent agir, ils doivent concrétiser. Parce qu'on ne peut pas... Tous les plaidoyers ont été déjà présentés. Nous voulons ceci, tout ça. Mais est-ce que la COP28 doit encore revenir sur ça? Je crois qu'on doit agir, ils doivent agir. Agir en respectant les engagements de chaque partie, que ce soit la RDC aussi envers les accords signés à la Convention, que ce soit d'autres nations envers les accords signés à la Convention. Agir en concrétisant des promesses. La première promesse sur les financements. On ne va pas parler des financements de l'accord de Paris parce que ça en est de trop. Les financements qu'on mise beaucoup plus, sur lesquels on mise actuellement, c'est les financements pour les pertes de dommages. Les fonds ont été créés à la COP27 et nous voulons qu'à la COP28, qu'il y ait vraiment l'opérationnalisation de ces fonds et qu'on sache qui donne combien et qui va prendre combien pour orienter ça dans un projet, dans quel axe d'intervention. Donc je crois que si on part sur cette base-là, c'est le seul plaidoyer. Le seul plaidoyer qui va englober tout. Parce que la question de financement, c'est cette question qui fait couler un cristalline. Et je crois que si les États du Nord arrivent à concrétiser cette promesse de financement pour les pertes de dommages, ça va permettre aux communautés vulnérables en RDC de mieux s'adapter et d'être plus résilients aux effets du changement climatique et de voir leurs moyens de subsistance ou de voir leurs moyens de vie leurs conditions de vie, j'allais dire, être améliorées. Alors, merci beaucoup. Nous retenons qu'on doit agir, on doit passer à l'action, que la COP28 soit une COP de mise en œuvre, pas une COP de promesses, encore une fois, mais qu'on aille vers la résolution, qu'on aille vers la concrétisation des promesses prises. Alors, quant à moi, je vous dis merci beaucoup d'avoir participé à ce panel sur le positionnement de la RDC par rapport à la COP28. Madame, Monsieur, vous nous avez suivis depuis le début. Nous avons parlé du positionnement de la RDC par rapport à la COP28 qui va se tenir très prochainement. Nous avons lancé des messages clés, nous avons critiqué ce qui se fait déjà. Quant à moi, je vous dis merci et à très très bientôt pour un nouvel épisode de la Minute Écolo. Merci.